Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau Dragon Mag depuis la foire internationale de Metz. Vous allez le remarquer, la saison est partie sur les chapeaux de roue pour Metz Handball et la voilà déjà qui ralentit un petit peu. L'occasion, pourquoi pas, de faire un bilan lors de cette émission. Et pour cela, eh bien, j'accueille avec grand plaisir Sarah Bouktit. Ça va, Sarah ? Ça va très bien. Et toi ? Ça va, ça va. Une petite semaine de repos là au milieu des compétitions ? Ouais, ça fait du bien parce qu'on a pas mal enchaîné la saison passée et cet été était un été très très rude, donc ça fait plaisir et ça fait beaucoup de bien un peu de repos. Bon, pour cette émission, il me fallait un chroniqueur au cœur pur, quelqu'un qui n'allait pas au premier stand de la foire pour manger un hot dog. Eh bien, c'est Arthur Carmier que j'ai sélectionné. Est-ce que j'ai eu raison, Arthur ? Tu as raison, Mathieu, parce que je me nourrirai de hot dog et tout après l'émission, parce que priorité au Dragon Mag. Bon, ça va alors. Je vous propose qu'on passe immédiatement à la première mi-temps. La semaine dernière, nous nous quittions sur une interview au grand format de Tyra Axner qui nous expliquait que Nyköping était une équipe qui n'allait rien lâcher. Et après le match, on peut dire que c'est une équipe qui n'a rien lâché. Les Dragons sont sortis d'un tout petit but en déplacement. Sarah, ce match, il a été riche en rebondissements. Ça n'a pas forcément été simple d'avoir la victoire, malgré le fait que vous ayez fait le break plusieurs fois. Ouais, exactement. C'était un match très intense et très compliqué au final. C'est vrai que je ne m'attendais pas forcément à un match si difficile et vraiment accroché jusqu'à la dernière seconde. Mais comme quoi, il ne faut vraiment sous-estimer aucune équipe de Ligue des Champions. Je pense qu'on a vraiment très très bien commencé le match. Mais comme tu l'as bien dit, elles n'ont rien lâché du début à la fin. Il y a eu des moments où on était à plus 3, plus 4 et on se retrouve vite à plus 1. Donc c'était compliqué. Après, elles ont une gardienne qui ont fait pas mal d'arrêts. Et nous, forcément, on a raté beaucoup de tirs dans des moments assez importants et elles nous ont mis en difficulté sur leur jeu à 7. Mais je suis contente qu'on ait pu ne pas lâcher. Nous aussi, on a vraiment rien lâché du début à la fin du match, même quand on était accrochés, quand on était dans des temps faibles. Et très heureuse de la victoire. Arthur, en face, il y a une joueuse qui a été plutôt en vue, en tout cas statistiquement, elle a mis pas mal de buts, c'est Mina Obaidli. C'est pas une joueuse qu'on connaît particulièrement bien du côté du grand public, ou en tout cas en France. Et pourtant, elle a su trouver la faille. Ouais, pourtant, quand on regarde ses stats à la fin, je crois que c'est 9 sur 13 de mémoire. Elle a fait 9 sur 14. 9 sur 14. Bon, c'est peut-être ce tir-là raté qui a fait la décision, parce qu'au final, le score a parlé en faveur de Metz Handball. C'est sûr que dans cette Ligue des Champions, il y a vraiment du talent partout, même des joueurs un petit peu plus méconnus du grand public. On se rend compte que ce sont des joueuses qui, pour le cas de cette équipe, qui ont de l'expérience dans la plus petite Coupe d'Europe, mais qui sont vraiment dangereuses. Ce match ressemblait d'une certaine manière un petit peu au match de Storhamar. Le sort n'a pas été le même. On a vu un Metz Handball qui a fait une belle entame, qui a pris pas mal de buts d'avance. Ensuite, c'est un petit peu relâché. Là, c'est passé, mais attention quand même, avec ce type de scénario, on sent que le club est encore en rodage. Sarah, la saison est encore jeune, mais ça fait déjà plusieurs fois où vous êtes dans cette situation où il y a un break qui est fait et puis les équipes en face parviennent à revenir. Comment est-ce que tu expliques, toi, de ton côté, le fait que vous ne réussissiez pas forcément à tuer le match quand il le faut, comme vous le faisiez par le passé d'ailleurs ? Je pense déjà qu'on essaye de ne pas comparer avec les années précédentes parce qu'il y a plus de la moitié de l'équipe qui a changé et qu'il s'est passé plein de choses entre-temps. Donc on essaye de vraiment se focaliser sur nous et sur ce qu'on peut écrire avec cette nouvelle équipe. Après, j'ai pas forcément de réponse à la question claire, mais je pense qu'on est une équipe qui commence seulement à bien se connaître. Il y a des joueuses avec qui j'avais jamais joué, que j'avais presque jamais vu jouer aussi. Donc forcément c'est compliqué, il faut créer des relations défensivement entre les postes 3 alors que c'est quand même le cœur de défense. Moi avec mes demi-centres, les arrières aussi avec les demi-centres. Donc c'est des relations qui sont hyper importantes et on a besoin de temps pour vraiment bien les roder. Après on affiche quand même un niveau de jeu assez intéressant je trouve pour le peu de temps qu'on a eu ensemble à travailler. On a été jetés très rapidement dans le grand bain avec des matchs importants, avec des scénarios compliqués. Ce que je vois surtout, c'est qu'on lâche rien, que même sans se connaître, on a confiance les unes entre les autres. Et ça, c'est vraiment le point positif à retenir. Pour l'instant, on a 0 défaite, on gagne d'un petit but, mais en attendant, on gagne le match. Et plus 10 ou plus 1, ça fait toujours 2 points en Ligue des Champions. Donc on prend ce qu'il y a à prendre, on sait ce qu'on doit travailler, on continue de travailler, on ne se relâche pas. Mais on essaye un peu de se consoler aussi parce qu'on gagne nos matchs et que pour l'instant, on est bien.
Et dans quelques mois, on se souviendra seulement des points pris et pas forcément de la manière dont ils ont été pris. Arthur, c'est la première fois cette saison que Metz Handball voyageait au complet. Tyra Axner était dans le groupe, même si elle n'est pas rentrée en jeu. On a vu Emma Jacques jouer, on a vu un petit peu tout l'effectif, exception faite des ailières rentrées. Malgré tout, ça reste un petit peu compliqué. C'est peut-être aussi ça, le fait qu'il y a un effectif très large cette année à intégrer dans le dispositif. Ça va être des choix pour le coach, Manu Mayonade. En l'occurrence, en Ligue des Champions, on a davantage de joueuses sur la feuille de match, mais en championnat, il y aura forcément des déçus. Alors, on pourra se permettre du côté de Metz Handball de faire davantage de turnover, de faire reposer des joueuses qui ont besoin de repos à un moment donné. On a le temps de voir venir sur certains postes, même si sur le poste de Sarah, par exemple, c'est un binôme. Au poste de gardienne, pour l'instant, c'est un binôme. Sur les ailes, ce sont des binômes. Mais il y a quand même pas mal de solutions sur la base arrière et surtout pas mal de polyvalence possibles venant de certaines joueuses. Et les solutions sont vraiment multiples pour Emmanuel Mayonade et son staff. Donc c'est vraiment super intéressant pour la saison. On sait que c'est très long. Rien que la Ligue des Champions, la phase de poule, elle est très très longue. Et il faut arriver au quart de finale, si Metz Handball y est, on le souhaite, et plus loin avec une certaine fraîcheur physique. En tout cas, je vous propose de jeter un œil au classement actuel. Alors, je l'ai dit, la saison est assez jeune, mais l'important, ce sont les points qui ont été pris. Pour le moment, en tête du classement, c'est le FTC. Ça va être une des équipes à battre cette année, suivi de Krim Ljubljana, qu'on a vu en Moselle cet été et qui réalise un très bon début de saison. Et puis voilà, Metz Handball qui est 3e. Donc finalement, malgré le match nul qui a fait un petit peu couler d'encre sur le match inaugural, eh bien, l'équipe parvient malgré tout à tirer son épingle du jeu devant le CSM, devant Gloria Bistrita. Et derrière, eh bien, ça déroule un petit peu avec Storamar, Podravka Vejta et Nico Bing qui sont vraiment déjà décrochés. Donc la saison va être encore assez longue en Champions League, on l'a dit pas mal de fois déjà. L'important en Champions League, c'est de bien finir, pas forcément toujours de bien commencer. On a eu pas mal d'exemples ces dernières saisons. Le prochain rendez-vous pour Metz, eh bien, ce sera dans un peu plus d'une semaine, le 5 octobre. Ce sera contre le Podravka Vejta. L'occasion, eh bien, de renouer avec les arènes et puis pourquoi pas, eh bien, de conforter un petit peu ce classement. En championnat, ce sera face à Plan de Cuc le 8 octobre. Là aussi, une opportunité de s'approprier un petit peu plus les arènes avec ce nouvel effectif. Et on voit déjà le classement, même s'il indique peu de choses après 2 journées. On voit que Brest et Metz Handball sont comme souvent en tête, mais il y a aussi Besançon et Dijon qui ont réussi à faire un très bon début de saison. La Stella qui est juste derrière avec Strasbourg et Nice qui ont su faire quelque chose d'intéressant. Paris 92 a peut-être laissé passer une victoire importante et Sambre qui peut-être est plutôt bien passé par rapport à son statut avec la 9e place pour l'instant. La saison est encore longue, on va suivre ça d'un œil pour le moment puisqu'il y a encore beaucoup d'actualités à évoquer. Sarah, toi du manière générale, qu'est-ce que tu penses de ce début de championnat français? On voit qu'il y a des équipes nouvelles qui ont des ambitions un petit peu différentes des années précédentes. Je vois que la bataille avec Brest va être encore une fois très rude et qu'il va vraiment falloir ne pas falloir justement perdre des points dans tous les matchs qu'on devrait gagner et que le match Metz-Brest va être encore une fois, je pense, une finale entre guillemets. Après, il y a des équipes comme Dijon, Besançon qui au fil des saisons augmentent leur niveau de jeu et leurs ambitions. Et moi, je trouve ça super parce que je pense que ça augmente le niveau du championnat et c'est comme ça qu'on attire aussi de grandes joueuses comme Vyachereva par exemple. Donc c'est cool, il y a aussi Plan de Cuc qui est une grosse équipe et il va falloir faire attention à elle aussi parce qu'elles ont de belles ambitions et je pense que ça peut être quelqu'un qui peut nous poser des problèmes. Après, il y a des équipes comme Sambre qui viennent juste de monter en D1 et qui ont déjà leur première victoire. Donc je pense que le championnat est relevé cette saison et qu'il va falloir faire attention à toutes les équipes. Il y a aussi, on n'a pas évoqué, mais Chambray qui a peut-être loupé son début de saison. C'était une des équipes fortes de la saison dernière et qui là est en bas du classement. Il y a aussi des équipes qui vont peut-être se réveiller au fur et à mesure. En tout cas, on va suivre ça de très près puisque le match déjà de Metz Handball contre Plan de Cuc aux arènes, eh bien, il sera à suivre sur Moselle TV. On aura grand plaisir à vous le présenter. Je vous propose qu'on passe immédiatement à la deuxième mi-temps. On a pas mal d'actualités à traiter. C'est parti. Et une fois n'est pas coutume, pas une thématique vraiment précise sur cette deuxième mi-temps, mais pas mal d'actualités à traiter cette semaine. Je l'ai dit en introduction, c'est une semaine de trêve particulière. Certaines équipes ont choisi de jouer des matchs amicaux, d'autres pas forcément. Deux Dragons sont sur les terrains, ce sont les Hongroises, Zöviz Mérey et Petra Vamos avec leur sélection nationale pour des matchs amicaux face à la Roumanie qui sont au programme. Du côté de l'équipe de France, un rassemblement a lieu cette semaine, mardi, autour du nouveau sélectionneur Sébastien Gardillou, une forme de passation
passation de pouvoir avec Olivier Crumbles avant des rassemblements un peu plus sportifs. Ce sera en octobre et en novembre, avant bien sûr l'Euro 2024 qui est déjà très attendu. Arthur, c'était peut-être le bon moment aussi pour les joueuses d'avoir un moment de break. Elles ont enchaîné semaine après semaine, mois après mois pour préparer les Jeux Olympiques. Là peut-être relâcher pour les organismes, c'est une bonne chose. Ah, bien sûr, elle est géniale cette photo qu'on vient de voir entre Olivier Crumbles et son successeur Sébastien Gardioux. Mais oui, c'est vraiment le bon moment, les Jeux Olympiques. Sarah, je pense, en parlera mieux que moi. Ça a puisé dans les organismes des joueuses. La saison a été à rallonge. Il y aura encore un Euro en fin de saison. Le calendrier du handball international est très très compliqué. C'est important d'avoir ces moments de break. On sait qu'il y a des joueuses qui régulièrement en année post-olympique font le choix de prendre une année de césure parce que les organismes doivent tenir tout simplement toute une carrière. C'est long, il faut réussir à la mener à bien. Donc oui, c'est relativement important d'avoir ces temps de repos. Sarah, tu confirmes, il était peut-être temps un petit peu d'avoir une semaine... Alors, il y a quand même des entraînements, mais une semaine un petit peu plus calme pour retaper un peu les organismes. Vous avez vraiment enchaîné, notamment avec les Jeux Olympiques aussi, qui ont été intenses. Ouais, je suis totalement d'accord. Je pense que c'est pas forcément que les jeux, c'est surtout que la saison a été très très longue. En plus avec le Final Four, etc. Après, plus tu as d'ambition, plus tu joues sur tous les tableaux et plus la fatigue est présente. Mais c'est vrai qu'on a vraiment beaucoup enchaîné. La prépa des jeux était très intense et très longue. Après, il y a eu les jeux qui puisent dans les énergies, mais pas forcément physiques, c'est aussi psychologique. Au bout d'un moment, il y a beaucoup de charges, beaucoup de stress, beaucoup de pression. Et c'est vrai qu'on ne se rend pas forcément compte sur le moment, mais une fois rentré à la maison, je me suis sentie quand même assez fatiguée émotionnellement parlant. Et la saison a enchaîné 2 semaines après, on a commencé les matchs officiels. Donc c'est vrai que là, je pense que ça a été très bien pour l'équipe de France de mettre un petit temps d'arrêt. On a eu 5 jours de repos avec Metz et ça a fait vraiment, vraiment beaucoup de bien. Et je pense que pour la suite aussi, c'est très important pour les fins de saison un peu compliquées avec beaucoup de pression, beaucoup d'engagement, etc. C'est là qu'on essaye de gagner un peu pour en fin de saison être le plus performant possible. Une autre actu, c'est la nomination de Chloé Valentini dans le top 3 pour la course au MVP EHF 2023-2024. Elle se mesure à Aline Hochsted et Stine Oftedal. Autrement dit, ça va être plutôt serré. Ce sont des grands noms. On voit aussi les nommés pour les catégories masculines. Sarah, qu'est-ce que ça fait de voir Chloé dans une shortlist comme celle-là? Ça veut dire qu'elle est d'ores et déjà dans le top 3 mondial pour la saison dernière. Elle est dans un club extrêmement fermé avec des candidates plutôt intéressantes. Moi, je suis forcément très heureuse pour elle parce que c'est quelqu'un de qui je suis très proche et je pense qu'elle le mérite pour tout, pour son investissement, pour son travail, pour la personne qu'elle est. La joueuse qu'elle est devenue, elle est, je pense, incontournable à son poste aujourd'hui. Et que ça soit en Metz ou en équipe de France, elle a le même niveau, elle est extraordinaire. Et je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup d'ailières gauche qui aient son niveau à l'heure actuelle. Donc je pense qu'elle a totalement sa place sur cette shortlist et elle aura aussi totalement sa place si elle gagne le trophée. En tout cas, moi, je voterai pour elle et j'espère vraiment qu'elle va le gagner parce qu'elle a gagné le championnat du monde, elle a été au Final Four et elle a fait partie de toutes ces aventures et elle a surtout été très importante pour le championnat du monde, les JO et aussi avec Metz. Donc je pense qu'elle a vraiment sa place dans ce top 3 et j'espère qu'elle va le gagner. Alors tu me dis que vous êtes très proche, pourtant il y a eu un petit drama en début de saison. On a les images, il va falloir vraiment que tu nous expliques ce qui s'est passé parce qu'on a cru voir une vraie rupture amicale se profiler entre vous, c'était inquiétant. C'était lors d'une célébration d'après-match. Tout ne s'est pas passé comme prévu. Ouais, franchement je sais pas ce qui lui est arrivé, ça m'a blessée. Parce qu'on avait une célébration de fin de match, de fin de victoire pendant les photos. Et elle a un peu mal pris le fait qu'en équipe de France, je ne fasse pas cette célébration avec elle. Mais j'essaie de lui expliquer sur la vidéo que l'équipe de France et Metz, c'est différent. Mais on a trouvé un compromis. On reste un peu par terre et on fait quand même un peu la moitié de la célébration. On a la suite, tout est rentré dans l'ordre. On va voir aussi les images du match suivant où finalement vous avez su trouver un terrain d'entente. C'est aussi ça, c'est des compromis, une amitié. Hein. Ah ouais, forcément, il faut qu'on trouve un terrain d'entente. Là, bon, c'est bancal un peu, non mais on a trouvé, voilà, on dérange un peu toute l'équipe sur la photo, mais en tout cas, on a amusé un peu la galerie, on a fait rire les réseaux sociaux et c'était bonne entente, c'était pour rigoler.
Bon, c'est important aussi dans une équipe qui a beaucoup changé d'avoir des aspects comme ça de bonne entente et de rigolade avec tout le monde. Ça ne vous concerne pas que vous deux finalement, on voit que tout le monde autour est en train de se marrer, donc c'est bon signe pour l'ambiance au sein du groupe. Je vais rafraîchir l'ambiance, on a bien rigolé. J'ai une actualité un petit peu plus dramatique que je voulais partager avec vous. Elle nous vient du média On News qui relate que le HF a suspendu à vie une paire d'arbitres qui étaient impliqués dans des affaires de trucage de matchs de Coupe d'Europe. Au-delà de cette suspension, il y a une amende de 2 000 € qui a été infligée. Alors ça peut paraître un petit peu ridicule. Arthur, qu'est-ce que ça t'évoque toi on se rend compte, on a envie d'être un peu naïf, mais qu'il y a encore des histoires de compromission d'arbitres dans le sport. C'est navrant. Le sport n'est jamais à l'abri de ce genre de choses, malheureusement. D'autant plus quand il y a de l'argent en jeu. Les paris sportifs, parfois, ça fait faire n'importe quoi à certaines personnes. Bon, on ne va pas rappeler l'actualité des paris sportifs qu'il y a eu dans le handball français masculin il y a de ça quelques années. Mais malheureusement, quand on franchit la ligne rouge, on se fait avoir. C'est facile de franchir la ligne rouge quand on est. Je ne sais pas comment l'exprimer parce que c'est un sujet qui est quand même assez complexe. Il y a le fait que ce soit l'arbitre en tant que tel qui franchisse vraiment cette limite. C'est le garant du jeu, l'arbitre, normalement. Exactement, alors que c'est le garant du respect du. C'est assez terrible. Et je ne sais pas combien ces arbitres auraient gagné avec ces histoires de matchs truqués, mais l'amende me paraît bien dérisoire. En revanche, la suspension à vie me paraît totalement légitime. Comment faire confiance à des personnes qui ont truqué délibérément un sport dont ils sont censés représenter l'éthique ? Sarah, je sais que tu n'avais pas forcément eu l'information, tu n'as pas forcément tous les détails, mais qu'est-ce que ça t'évoque pour toi en tant que joueuse de te dire qu'il peut encore y avoir des arbitres comme ça qui sont corrompus et qui peuvent fausser l'équité sportive, là où en tant que joueuse vous êtes en train de vous battre toute la saison pour faire le meilleur de vous-même? Alors moi je trouve ça hyper triste parce qu'en tant que joueuse on est obligé d'avoir confiance en l'arbitre, et même s'il y a souvent des situations un peu bancales pendant les matchs, on se pose vite la question de est-ce qu'il a fait exprès, est-ce qu'il a vraiment pas vu, etc. Et avec ce genre d'informations, on est obligé pendant les matchs de se poser la question de est-ce que c'est moi qui vise ou est-ce que... Enfin c'est compliqué, je trouve ça vraiment triste parce que ça promouvoit pas du tout le handball et je trouve ça vraiment pas bien. Après l'argent, on sait que ça peut faire n'importe quoi, je connais pas exactement l'histoire et ce qui s'est passé, mais c'est vrai que 2 000 € d'amende pour des matchs truqués, je trouve ça un peu ridicule, mais une fois encore, je ne sais pas exactement les tenants et les aboutissants. Donc, voilà. Sans entrer dans une quelconque théorie du complot ou quoi, on sait que malheureusement ça existe dans énormément de sports et qu'il y a chaque année beaucoup de matchs qui sont truqués, souvent à cause des paris sportifs, parfois pas à cause de ça, mais à cause d'autres choses, et c'est terrible. Le HF, en tout cas, s'était bien gardé de faire une grande publicité autour de ça, et on remercie les confrères de chez On News d'avoir ressorti l'information parce qu'elle mérite d'être évoquée. Il me reste une information, une dernière actu pour cette deuxième mi-temps. C'est un peu la grosse rumeur du moment de la semaine. Elle a été sortie par le Télégramme, elle a été reprise un petit peu par tous les médias français. Aujourd'hui, c'est l'équipe également qui la reprend. Eh bien, c'est la rumeur Cléopâtre Darleux. Elle avait déjà été évoquée cet été comme en contact avec Metz Handball. Une offre était sur la table et on avait appris que la gardienne souhaitait prendre le temps de la réflexion après les Jeux Olympiques. Elle contemplait même peut-être un arrêt de sa carrière. Finalement, ça semble reprendre. Thierry Weisman n'a pas souhaité confirmer autre chose que le fait qu'une offre était toujours sur la table et à disposition de la joueuse. Mais si on en croit tous nos confrères qui sont en train de reprendre l'information, il y a bel et bien des contacts plutôt avancés. Qu'est-ce que ça t'évoque, toi, Arthur ? Quand on voit autant de médias en parler, pour faire une analogie, le pape était il n'y a pas très longtemps, pas loin de chez nous, au Luxembourg. La fumée blanche va peut-être sortir bientôt pour Cléopâtre Darleux, mais on va quand même employer le conditionnel parce que rien n'est officiel, bien évidemment. Ce serait quand même un formidable coup. Alors sur un poste de gardienne où il y a déjà 2 joueuses, Camille Depuisé et Zovi Speré, peut-être que sur ce début de saison, on a estimé qu'un renfort était nécessaire. Alors Cléopâtre Darleux, c'est un cas un peu particulier. On connaît tout son talent, on connaît toute sa classe, on connaît ce qu'elle a fait durant sa carrière. Et d'une certaine manière, un petit peu comme Alison Pinault, c'est une joueuse charismatique et connue du handball français. C'est pas anodin. Une des plus connues d'ailleurs, hein, quand on parle de handball féminin français, c'est souvent son nom qui sort en premier. Pour l'image d'un club,
Alors bien évidemment, si Cléopâtre Darleux vient à Metz Handball, ce n'est pas parce qu'elle s'appelle Cléopâtre Darleux, c'est parce que c'était une excellente gardienne, parce qu'elle a un passé incroyable et qu'elle peut encore aujourd'hui apporter dans une équipe de niveau Ligue des Champions. Donc ce serait vraiment fort intéressant. Sarah, je ne vais pas te demander de te positionner sur la rumeur ou sur Cléopâtre Darleux en particulier, mais si ce coup venait à se réaliser, Metz Handball aurait un effectif de 17 joueuses, 18 si on inclut Delia Golvey qui est retournée avec la N1 cette saison. C'est du jamais vu pour Metz Handball et ça inclut peut-être un peu plus de complexité pour le groupe avec des choix à faire à chaque match, notamment en Ligue des Champions, justement en Ligue Butagaz Énergie où il y a un nombre de joueuses limité. Ouais, exactement. Là, on est déjà pas mal. Ça fait déjà 2 choix à faire, 3 si effectivement on inclut Delia par le coach. Et si jamais la rumeur est vraie, ça fera 4 choix à faire. C'est énorme. Mais après, moi, je pense que c'est bien aussi parce qu'à l'entraînement, ça va élever le niveau de tout le monde. Parce que tout le monde va vouloir jouer, tout le monde est un peu sur la select. Parce que je pense que c'est pas du poste par poste. C'est possible qu'il peut m'enlever moi, par exemple, pour faire entrer Cléopâtre Darleux, s'il estime que je m'entraîne pas assez bien et que j'ai pas le niveau. Donc je pense que c'est bien pour tout le monde parce que tout le monde va avoir de grandes exigences et personne va se reposer un peu sur ses acquis. Donc ça peut être pas mal et puis en plus ça peut faire aussi souffler pas mal de filles. C'est vrai que quand on est 14, on est tous sûrs de jouer alors que s'il y a une fille qui est un peu, je sais pas, malade, un peu blessée, et ben on n'a pas besoin de tirer sur les organismes. Il y a des filles derrière qui peuvent assurer le match. Donc je trouve ça bien. Franchement, je vois pas forcément de points négatifs à ça. Pas de secret, hein. À Győr, les postes sont triplés. À Brest, les postes sont triplés. Dans beaucoup de grands clubs européens, les postes sont triplés. Mais Handball ne peut pas tripler, bien évidemment, tous les postes parce que ça représente quand même de la masse salariale et le fonctionnement du club n'a jamais été comme cela. Mais le fait d'avoir davantage de solutions, ça ne peut être que positif. En tout cas, on va continuer à suivre ça de très près. Manifestement, ça s'agite un petit peu partout, donc ça pourrait être une info à vérifier dans le prochain Dragon Mag. En tout cas, c'est une première cette saison. Nous sommes en avance. Et bien, il nous reste un petit peu de temps pour la conférence de presse. Et je vais ouvrir le bal, Sarah. J'ai une question peut-être un peu complexe, il nous reste peut-être pas assez de temps pour ça, mais j'avais envie de revenir rapidement sur le Final Four qui a clôturé la saison dernière. On a un peu quitté l'équipe sur une situation complexe sur le terrain en tout cas et beaucoup de déceptions. Toi, avec le recul, comment est-ce que tu le vis, comment est-ce que tu l'as vécu, comment est-ce que tu l'analyses aujourd'hui ce Final Four qui est entre guillemets, il faut déjà arriver à être dans les 4 équipes qui arrivent, ce Final Four un petit peu raté finalement? Alors déjà, je l'ai franchement très mal vécu. Ça a été très compliqué. Après, sur le moment, il y a eu toute la fin de saison, la soirée avec les supporters, etc. Donc c'était un très beau moment à passer. Mais c'est vrai qu'une fois rentré chez moi, ça a été compliqué pendant quelques jours de réussir à profiter pleinement de mes vacances et essayer d'oublier tout ça. Après, avec le recul, quand j'en parle, ça fait beaucoup moins mal, même si ça sera toujours une déception et ça sera toujours quelque chose un peu difficile à parler. Mais je pense que c'est un peu la conséquence de tout ce qui s'est passé tout le long de la saison. Je pense qu'il y a un moment où il y a certaines filles, dont moi sûrement, on est arrivé un peu au bout de ce qu'on pouvait produire. On a beaucoup donné, mais pas que physiquement. Il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup de pression. On sait qu'on doit être au niveau tout le temps et qu'on n'a pas forcément le droit à l'erreur. Et tout ça, ça fait une certaine pression assez importante tout au long de la saison qu'on n'a pas forcément l'occasion d'arrêter en fait au final et arriver au Final Four avec en plus la pression du Final Four, le fait que ça soit sur 2 jours, 2 matchs consécutifs et des énormes équipes en face de nous, je pense que c'était un peu la limite de notre équipe au final et je vois pas comment on aurait pu faire autrement parce que très sincèrement on a vraiment donné tout ce qu'on avait et ça venait vraiment du cœur. On avait vraiment à cœur de tout donner pour tout le monde, pour le staff, l'équipe, les supporters, les partenaires, vraiment tout le club, tout le monde rassemblé. Donc c'était compliqué, on a tout donné, on a raté. C'est que notre place était 4e et que notre niveau méritait qu'on soit 4e. Mais j'espère qu'en tout cas qu'on fera mieux, qu'on va apprendre aussi de nos erreurs et je pense que le fait qu'on soit 17 aussi, c'est un peu les leçons qu'on essaye de tirer des années précédentes. Tout le monde est conscient que jouer à 7 tout le long de la saison, ça a été très compliqué pour les organismes et je trouve ça bien qu'on essaye d'en tirer des conclusions et qu'on essaye d'avancer. Donc c'est un mal et j'espère pour un bien plus tard.
On espère en tout cas que Metz Handball aura l'occasion d'y retourner et de montrer qu'il y a un petit peu plus qu'une 4e place à aller chercher ou même la 3e place de la fois précédente. Il y a de la place pour ça dans la salle des trophées, c'est certain. Arthur, on en avance mais pas tant que ça. C'est à toi que revient la dernière courte question. Une courte question, donc on va rebondir un petit peu sur ce Final Four. Pour la première fois peut-être de ses expériences au Final Four, sur le papier, Metz Handball avait un statut de favori sur sa demi-finale contre Bietigheim. Est-ce que c'est une chose que vous avez peut-être eu du mal à digérer ou vous n'êtes pas du tout dit ça et c'est vraiment, comme tu le soulignais, le fait d'avoir été un peu émoussé physiquement qui vous a fait, peiner au Final Four? Très honnêtement, on nous a beaucoup parlé du fait que sur le papier on était favorite contre Bietigheim, etc. Déjà, on avait joué 2 fois contre elle en prépa, on n'avait pas forcément gagné, je me souviens plus exactement des résultats, mais je sais qu'en tout cas on n'avait pas gagné les 2 matchs. Et pour nous, une fois arrivé au Final Four, il n'y a plus de favoris et pas de favoris. Je pense qu'on aurait pu gagner contre Győr comme on a perdu contre Bietigheim, mais je pense qu'arrivé au Final Four, il n'y a plus une équipe plus forte que l'autre. C'est vraiment qui aura le mieux géré, qui va réussir à mieux gérer ces 2 jours. Sa semaine aussi avant, parce qu'elle est vraiment très importante, qui va supporter la pression, dans quel état physique. Après, il y a aussi une part de, je ne vais pas dire chance non plus, mais par exemple le nombre d'arrêts, le pourcentage au tir, il y a aussi une part de chance entre guillemets. Donc il y a plein de paramètres qui font que je pense qu'arrivé au Final Four, on ne peut pas parler de favoris et pas de favoris. Donc c'est sûr que nous, on ne se l'est pas dit. Après, forcément, la déception est un peu plus grande parce qu'on sait qu'il y avait la place pour gagner, mais ça ne veut pas dire qu'on était favoris, mais qu'on aurait pu gagner. Si on est arrivé contre une équipe vraiment au-dessus et que tout le monde aurait dit c'est un exploit si elle gagne, ça aurait été peut-être plus facile de l'accepter et encore j'en suis même pas sûr. Mais en tout cas c'est sûr que c'est pas une raison pour laquelle on a perdu le match parce qu'on ne le pensait pas du tout. Eh bien, ce sera le mot de la fin, comme je l'ai dit tout à l'heure. On va attendre que Metz Handball retourne au Final Four. On verra s'il y avait des conclusions à tirer de cette participation en 2023-2024. Merci Sarah d'avoir été sur ce plateau avec nous à la FIM. Merci Arthur. Moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, vendredi 19h, pour un nouveau Dragon Mag. À bientôt.